Donc, comme on a discuté dans une des vidéos précédentes, lorsqu'il y a une batterie qui est intégrée à un circuit fermé, il va y avoir un déplacement de charge qui va avoir. Les électrons vont se mettre en mouvement dans le matériau afin de tenter d'aller vers un potentiel plus élevé, vers le pôle positif de la batterie. Quelques notes à dire là-dessus. Premièrement, ce ne sont pas tous les électrons qui se mettent en mouvement. Ce sont surtout ceux qui sont le plus libres de bouger, ce qu'on appelle les électrons de conduction. Il y a une bonne partie des électrons qui, eux, restent malheureusement trop liés à leur noyau, ne sont pas capables de s'en échapper. Malgré ceci, ils restent coincés où ils sont. Mais une certaine proportion réussit tout de même à voyager dans le circuit. Historiquement, quand on a commencé à étudier les phénomènes électriques, on s'imaginait les déplacements de charge comme une espèce de fluide qui se déplaçait dans les métaux. Puis, ce fluide-là se déplaçait à l'intérieur, fallait donner une convention pour le sens. Dans quel sens que ce fluide-là s'écoule. Par exemple, ici, dans mon circuit, c'est vrai dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Étant donné qu'on ne le voyait pas vraiment, c'était un peu dur à juger. Donc, on a pris une chance sur deux. On l'a dit qu'il voyagerait comme dans le sens que voyageraient des particules positives. Et malheureusement, on a manqué notre coup. Ça l'arrive, c'est pas plus grave. Mais on est pogné à cause de ça avec une convention un peu étrange. Parce que même si ce sont les électrons qui se baladent ici dans notre métal, dans notre circuit, dans le sens tel qu'illustré ici dans l'animation, lorsqu'on va se parler du courant électrique, ça va être finalement un déplacement de charge qui va se faire pendant un certain temps donné, on va le faire comme s'il s'écoulait dans le sens où iraient des particules positives à la place de particules négatives. Donc, en partant d'ici, en tentant de se diriger vers un endroit où le potentiel est plus bas, avant de le repomper, vers un potentiel qui est plus bas, etc. Donc, qu'est-ce qui se déplace réellement dans le sens du courant? Rien du tout. C'est juste une convention qu'on s'est donnée. Ce qui se déplace réellement, ce sont les électrons qui, eux, se déplacent dans le sens contraire. Donc, courant et électrons se déplacent en sens contraire l'un de l'autre. Donc, dans le cadre du cours, on va expliquer la conduction, le mouvement des électrons dans le matériau, à l'aide d'un modèle qu'on appelle le modèle de Joule. Parmi les modèles existants, c'est pas mal le plus simple, ce qui fait que si on veut expliquer des comportements plus exotiques, un peu plus avancés, c'est pas le meilleur, mais il va quand même nous permettre d'avoir une intuition de qu'est-ce qui se passe à travers du matériau. Ce que ce modèle-là dit, c'est que les électrons de conduction dans un matériau, ceux qui sont plutôt libres de se bouger comparativement aux électrons plus fortement liés à leur noyau, essaient de se balader. Cependant, leur voyage ne se fait pas sans obstacle, car dans le matériau, il y a aussi des noyaux atomiques, des ions, de gros objets massifs qui sont très durs à mettre en mouvement, donc vont représenter, à toute fin pratique, des murs, du point de vue des électrons. Les électrons vont se balader et rebondir là-dessus, ce qui va ralentir leur mouvement. Là-dessus, je vais le représenter de la seule manière que je sais le faire, en mettant ma vie inutilement en danger. Je vais représenter ici l'équivalent d'un fil dans lequel on aurait un courant par les limites des deux tables. Imaginez-vous, les limites des deux tables qui sont ici sont les limites gauche et droite de mon fil. Et les bancs ici, mis de manière périlleuse au travers du chemin, représentent les ions. Je jouerai pour la part le rôle de ma vie, celui d'un électron qui tente, tant bien que mal, de se propager dans ce matériau et qui n'a rien demandé à personne. Là-dessus, action. L'électron avance, rebondit sur les affaires, bang, revenir en arrière, rebondit sur tout ce qui l'entoure. Une petite chance, réussit à avancer, rebondit, 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 et arrive. Donc, comme ce qu'on vient de voir dans mon rôle de l'année, c'est l'électron, quand il se déplace, va rebondir sur les différents ions qui composent le matériau du film, mais il arrive quand même à se déplacer. J'avais quand même réussi à me rapprocher tranquillement, pas vite, de la caméra. Fait qu'il va avoir une vitesse résiduelle, une vitesse qu'on va qualifier de vitesse de dérive, qu'il va avoir dans le matériau. La vraie vitesse, à un moment donné de l'électron, est toujours supérieure à sa vitesse de dérive, mais c'est juste la partie qui, globalement, va dans la direction, ici, vers la droite. Lorsqu'on se représente après ça, le déplacement des charges dans le fil, la vitesse à laquelle on va s'imaginer que ces charges-là se dirigent globalement, ça va être cette vitesse de dérive-là. Donc, afin de mieux étudier le courant électrique, on va étudier un espèce de fil, un fil, par exemple, fait en métal, cylindrique, de telle manière que je vais pouvoir prendre une coupe ici de mon fil, je vais avoir là d'un cercle. Et dans ce fil-là, je vais faire passer un courant I qui va aller vers la gauche.
Fait que le courant, c'est défini comme si on avait des particules positives qui se baladaient dans notre affaire. Fait que, par exemple, je prends un certain nombre de particules positives, je vais les faire voyager vers la gauche. Ce que je remarque, si je fais ça comme ça, le côté droit est en train de perdre des charges positives, le côté gauche est en train d'en acquérir. Donc, la charge du côté droit baisse avec ce flot de particules positives, la charge du côté gauche augmente. En réalité, comme on s'est jasé, c'est les électrons qui voyagent. Et si je vais voyager les électrons en sens contraire, avoir le même effet. On se rappelle avec les particules positives, le côté droit perdait de la charge, le côté gauche en gagnait. Si je mets des électrons et je les fais se balader vers la droite acquiert des charges négatives, la gauche perd des charges négatives, donc ça va faire baisser la charge du côté droit, monter la charge du côté gauche. Même effet. Fait qu'on va étudier des électrons qui vont voyager vers la droite avec leur vitesse de dérive, fait leur vitesse moyenne euh, dans le matériau. On va regarder dans un certain temps comment ces électrons-là, quel nombre de ces électrons-là qui ont bougé dans mon matériau. Et de là, on va en déduire un certain nombre de charges qui a traversé d'un bord à l'autre de mon affaire. Et je vais regarder principalement qu'est-ce qui traverse ma fameuse section ici que j'avais dessinée. Fait que je vais mettre un petit guide pour les yeux ici sur mon affaire. Et pendant la section est à cet emplacement-là. Et je vais attendre un certain temps arbitraire, delta t, pendant lequel les électrons vont voyager. Fait que je commence à chronométrer. J'attends, 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 j'attends. Oh, delta t est écoulé. Fait que pendant le temps de voyage, les électrons qui étaient placés entre ces deux affaires-là ont traversé la section que j'ai regardée. Ceux qui sont plus à gauche n'ont pas eu le temps de la traverser. Ceux qui sont plus à droite, eux autres l'avaient déjà traversée avant. Cette section-là, je pourrais me rappeler que c'était celle comprise dans un cylindre. Cette section-là va avoir une certaine longueur. Une longueur que je vais appeler delta x. Et ça, c'est delta x, la longueur sur laquelle des électrons ont passé dans ma surface dans le temps que j'ai attendu. Mais delta x, vu qu'il avançait à vitesse constante, je peux aussi le réexprimer en fonction de la vitesse de dérive et du temps que j'ai attendu. Delta x va donner de manière équivalente la vitesse de dérive fois delta t, puisqu'ils ont avancé à vitesse constante. Et avec ça, on va avoir finalement un certain nombre d'électrons compris dans un petit cylindre ici de longueur v, vitesse de dérive fois temps, et dont l'aire du bout c'est a, la même aire que le fil, qui vont passer à l'intérieur, et de là, on va être en mesure de trouver la quantité de charge qui a traversé. Donc, si on repart là ce qu'on vient de se parler, c'est qu'on a un certain matériau qui a une densité d'électrons libres à l'intérieur qu'on a nommé petit n. Chaque électron, on se rappelle, c'est une charge égale à moins la charge élémentaire. Puis, avoir des électrons qui voyagent, par exemple, vers la droite, c'est équivalent à avoir une espèce de particule imaginaire positive qui irait en sens inverse, vers la gauche. Donc, il y aurait une charge égale à plus fois la charge élémentaire. On se rappelle, ce qui bouge réellement, ce sont les électrons. Ce ne seront pas des particules positives équivalentes. Puis, ce qui avait le temps de passer au travers de notre surface pendant le temps qu'on regardait, c'était les électrons étaient compris à l'intérieur d'une certaine portion, un genre de cylindre. Dans l'air, c'est la même que le fil. La longueur, c'était la vitesse, c'était donné par la vitesse à laquelle les électrons allaient, fois le temps pendant lequel on a attendu. Fait qu'on va regarder, c'est quoi la quantité de charge qui va avoir passé pendant le temps qu'on a attendu. Quantité de charge qu'on va appeler delta grand Q. Fait qu'on va compter le nombre d'électrons qui ont passé, mettre ça comme si c'était des particules positives. Fait que pour la charge, je vais juste mettre petit e, puis multiplié par la charge. Donc, le nombre d'électrons qui ont passé, ça va être donné par la densité d'électrons fois le volume de notre cylindre ici. Avec N fois une quantité que je vais nommer grand V, qui va être le volume du cylindre. Puis, chaque électron a une charge moins E, donc chaque particule positive équivalente aura une charge petit e. Et le volume du cylindre, ben, ça va être donné par la longueur du cylindre fois l'aire de sa section. Et je vais remplacer ça par R de la section fois petit vd fois delta t, la longueur du cylindre. Et on va maintenant définir formellement ce qu'est un courant électrique.
Un courant électrique, on s'en était déjà parlé un peu intuitivement, on avait une espèce de déplacement de charge dans un matériau. On va formellement le définir comme I, l'intensité du courant, qui va être égale à la quantité de charge qui va passer dans notre système dans un certain temps donné. Fait qu'on va partir de la quantité de charge qu'on vient de trouver et de trouver finalement une charge par unité de temps qui va traverser. Euh, je remplace ce que je connais. La quantité de charge qu'on vient de se dire, c'était la densité d'électrons fois l'aire du fil, fois la vitesse de dérive, fois le temps pendant lequel on a entendu, fois la charge d'une des particules, divisé par le temps pendant lequel on a entendu. Et donc, on peut arriver à une expression qui nous donne le courant en fonction du matériau auquel on a affaire, parce que les delta T vont s'annuler. Le courant, on va pouvoir le trouver sachant la densité d'électrons, la largeur de notre fil, la vitesse de dérive dans ce système-là et avec la charge élémentaire. On peut aussi formellement introduire les unités du courant. Ici, on l'avait écrit comme une charge par intervalle de temps, donc ça va être des coulombs par seconde, ou ce qu'on utilise plus généralement, les ampères, avec les unités du courant. Ça va être, vous pouvez écrire coulomb par seconde, mais en général, on va écrire ça avec un A majuscule pour des ampères. Et finalement, on peut définir la densité de courant. On voudrait savoir, par exemple, pour chaque unité d'air de notre fil, quel courant qui passe à travers cette petite aire-là. Par exemple, je prendrais juste une petite section ici de mon fil et non l'entièreté de cette aire-là. Quel courant qui passe par ça? On va définir la densité de courant euh, par la variable J. J, ça va être ce qu'on va appeler la densité de courant. Et ça va être donné bêtement par le courant divisé par l'aire de notre fil. Si on peut aussi utiliser l'équation qu'on venait de trouver pour l'expression du courant pour arriver à l'expression de la densité de courant. Ces unités vont être des ampères par mètre carré.